Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le livre s'appelle « L'honneur m'est plus cher que la vie ». C'est un roman dont le titre est emprunté à Cervantes et c'est une idée audacieuse qu'a eue Jean-Michel Rioux, familier depuis des lustres de Versailles et de ses fantômes, proposer au lecteur la longue confession au roi de son frère, du prince Philippe d'Orléans, appelé monsieur à la cour et qui tantôt dit vous au roi Louis XIV et tantôt lui dit tu. Et ça, c'est à chaque fois qu'il évoque les souvenirs personnels, intimes de ces deux princes, dont nous ne connaissons bien, somme toute, que les dehors les plus apparents. À l'heure où je me sens tout près de mourir, moi, Philippe de France, duc d'Orléans, j'ai décidé de vous confier ce qui pèse sur mon cœur, mon frère, et l'entreprise est lourde. Il y a tant à raconter, mon roi, tant à partager avec toi, mon aîné. Diable, j'emploie le tutoiement. Dois-je m'en priver en m'adressant à votre majesté? Mais je parle aussi à mon frère et peut-être davantage à lui. Je décide donc de prendre cette liberté quand il sera question du plus intime, de ce que les autres ignorent, de ce que je n'ai jamais dit. Jusqu'à ce jour, je me suis tu en effet. Disons que je n'ai commis que des babillages, je sais que dans mon dos on moque mes mots jugés insignifiants, que ceux qui me haïssent se rassurent, ils disparaîtront avec moi. Les mots en question. Il existe entre Louis XIV et Philippe d'Anjou, devenu Philippe d'Orléans, il existe une sorte de lien très particulier, une fidélité à la vie, à la mort, en même temps qu'une exaspération mutuelle, bref, ce qu'on doit pouvoir appeler la fraternité. Tous deux, tout jeunes, ont perdu leur père. Ils avaient respectivement 4 ans et demi et 2 ans et demi. On était au printemps de 1643. Et pour ces deux enfants du miracle, qui étaient les fruits tardifs d'un couple dont vous savez qu'ils n'étaient pas très bien accordés, c'est la dernière rencontre avec leur père. On peut dire que ça a été une scène qui les a marqués, l'un comme l'autre. Les personnes présentes ont regardé les deux petits princes. Ils étaient l'avenir du royaume, un avenir suspendu à leur santé, à leur caractère. Apparemment aussi à leur bonne entente, il ne faut pas oublier qu'on sortait de décennies de guéguerre, et parfois de guerre tout court, entre le roi Louis XIII et son frère, le turbulent Gaston d'Orléans. Alors, il fallait faire tout le contraire. Il fallait que Louis et Philippe s'entendent, s'épaulent et, si possible, s'aiment. Surtout, il devait être clair que l'aîné serait le maître et que le cadet, ma foi, serait un prince qui obéirait, un prince docile, soumis. C'était une question de raison d'État et c'était exactement ce dont avait décidé la reine-mère, Anne d'Autriche. Dès le lendemain de la mort de Louis XIII, donc le 14 mai 1643, 33 années de règne s'achèvent. Louis XIII est mort. Vive Louis XIV, la régence va être assurée par la reine-mère donc, mais aussi par le cardinal Mazarin, qui est une créature de Richelieu bien sûr. Quant au petit Philippe, qui est encore duc d'Anjou à l'époque, il est premier dans l'ordre de succession à la couronne, tant qu'en tout cas son frère n'aura pas eu de descendance. Vous voyez que ça laisse un peu de temps tout ça. Voici ce qu'écrit Elisabetta Lourgaud dans sa belle biographie. Cette tendre familiarité avec ces bambins si peu usuels pour une reine augmentera au fil des années à mesure que les conditions politiques se détérioreront et que les craintes d'Anne d'Autriche se feront de plus en plus vives. Car bientôt, et c'est souvent le cas dans les régences, vous savez, l'équilibre politique va se rompre. La guerre avec l'Espagne est en train de laminer une partie du pays. Elle coûte extrêmement cher, avec des impôts qui sont de plus en plus lourds. La fermeté du pouvoir de Mazarin exaspère le Parlement. Et ça va être la fronde, cette fronde qui éclate avec des émeutes aux abords même du palais royal. Un jour d'été 1648, alors que l'atmosphère est irrespirable, la reine-mère juge prudent de quitter Paris avec le roi, mais comme Philippe est malade, il vient d'avoir la variole, le petit père, eh bien, on l'a laissé derrière, et il va falloir organiser tout son sauvetage, si je puis dire. On envoie des hommes de main pour aller le chercher. C'est un souvenir terrible et qui est raconté en détail dans ce roman qui, à ces pages-là, devient carrément haletant.
Situation comparable. Au début de l'année suivante, Anne d'Autriche, qui est rentrée à temps à Paris, décide de nouveau de fuir la capitale en toute hâte et Philippe est effrayé. C'est encore un tout petit garçon dont on parle. Et là, il ne veut pas qu'on parte sans lui, cette fois. Ce ne sera pas le cas. Au milieu de la nuit, on le tire du lit, on l'engouffre avec son frère dans une grosse voiture direction le château de Saint-Germain, qui était un peu plus sûr que ces palais parisiens ouverts à des foules en colère. On peut imaginer l'effet de ce genre d'aventure sur un enfant de 7 ans. La foule ne cessera qu'en 1652, après toutes sortes de rebondissements sur lesquels je ne vais pas revenir, bien entendu. Donc, on comprend qu'il n'est pas question de revenir à tout cela lorsque l'un et l'autre seront grands. Il faut qu'ils s'entendent, ces deux-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Anne d'Autriche et Mazarin vont sortir vainqueurs de la Fronde avec le retour d'une vie plus normale, si je puis dire, notamment à la cour. Philippe, qu'on appelle donc Monsieur, est le deuxième personnage du royaume. Il est là à une place de choix, même si évidemment c'est une place ingrate. Et en grandissant, comme on ne veut surtout pas lui confier le moindre dossier qui pourrait s'apparenter à quelque chose de politique ou de militaire, eh bien, il va jouer un rôle au cœur des bals, des fêtes, des cérémonies. Il devient un incroyable spécialiste de l'étiquette. Il sait exactement où placer les ducs et les duchesses dans la moindre des cérémonies. Bref, il devient un jeune homme qui est d'assez petite taille, il faut bien le dire, même s'il porte des talons très hauts, mais dont la beauté est évidente. Il est brun, avec des yeux noirs magnifiques, des traits plutôt harmonieux. Et alors, il a un caractère, d'une douceur, d'une gentillesse. Il est très facile d'abord, comme on disait. Rien à voir avec l'autorité naturelle de son frère, du grand roi. Pourtant, Mazarin lui a donné un gouverneur, le maréchal de Plessis-Praslin, qui ne fait guère dans la dentelle. Je cite de nouveau Jean-Michel Rioux. Et c'est monsieur qui est censé parler. Quand César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, maréchal de France, reçut la charge de me gouverner, j'avais 9 ans. C'était un homme fidèle à son maître, Mazarin. De l'art militaire, il avait surtout retenu qu'il fallait obéir. Il appliquait donc sans génie ni malice les ordres du cardinal qui se résumaient à m'apprendre par cœur jusqu'à en devenir bête que la seule vraie grandeur était de me montrer fidèle au roi. À cette leçon-là, le moins qu'on puisse dire est qu'elle sera apprise. Monsieur fait à la cour de plus en plus la pluie et le beau temps et dans des cercles intimes propices à la fête, on le voit c'est un plaisir qu'il a depuis l'enfance. Il se travestit, il revêt des robes, il se met des mouches sur le visage, on le voit porter des bijoux incroyables et puis il se laisse emporter dans un tourbillon de danse, d'éclats de rire. Vous l'aurez compris, c'est un jeune prince un peu égocentrique qui aime plaire et se plaire, qui s'entoure de galants. Il a un penchant très marqué pour le jeune comte Armand de Guiche. Des auteurs ont pensé que la reine-mère et Mazarin avaient fait exprès de le coller dans tous ses froufrous et ses colifichets, de l'entretenir dans une sexualité ambiguë. C'est pas aussi simple que ça, nous dit Elisabetta Lurgo. Elle nous dit que les inclinations féminines du prince n'ont jamais été découragées. Voilà la vérité. Quoi qu'il en soit, Philippe approche maintenant de ses 20 ans. Il serait peut-être temps tout de même, et quels que soient les ragots de la cour, de lui trouver une épouse. Vous écoutez Radio Classique. Il faudrait ici que j'entre dans toute l'histoire de la cour d'Angleterre avec les hauts et les bas d'Henriette qui finalement, parce qu'elle est la sœur du roi Charles II, qui a repris le trône familial après toute la révolution que vous savez en 1660, et donc sa sœur redevient un parti très intéressant et voilà qu'en mars 1661, elle va donc venir épouser à Paris, au Palais Royal, Philippe d'Orléans, car c'est maintenant son titre. Le prince Gaston d'Orléans, le frère de son père, le frère de Louis XIII, est décédé à cette époque. Philippe est plutôt satisfait, Henriette est pleine d'esprit, elle aime plaire, elle est même, disons les choses, tout à fait charmante. Or, il y a quelqu'un qui se rend compte de tout ce charme, beaucoup mieux que son frère, c'est Louis XIV lui-même, et le rapprochement entre Henriette et le roi est rapide, et la cour n'en perd pas une miette. On jase derrière les éventails, nous raconte Jean-Christian Petit-Fils. La reine s'émeut, monsieur, qui pourtant n'a guère de leçons de morale à donner avec son parterre de mignons à guicheurs, s'indigne de ses promenades à cheval
carnaval dans la forêt avec la jeunesse de la cour, ivre de plaisir, couverte de plumes et de beaux habits, de ses parties sur le canal, de ses bains de minuit dans la Seine. Bref, vous avez compris que Louis et Henriette entretiennent un peu plus qu'une amourette. Et Philippe, même si Philippe n'a pas grand-chose à faire de sa femme, disons les choses, mais il est jaloux, il est atteint dans son honneur. On va essayer de créer une diversion du côté du roi. Le roi passe en fait du temps chez sa belle-sœur, dit-il, parce qu'il courtise sa demoiselle d'honneur. Alors elle va jouer le rôle de celle qu'on vient courtiser, mademoiselle de la Vallière. Sauf qu'à force, c'est comme dans les pièces de théâtre, à force de jouer ce rôle, le roi va finir par s'y prendre à ce jeu-là, et il va faire de mademoiselle de la Vallière sa maîtresse en titre, vous savez. Et madame se sent abandonnée, alors elle se distrait dans toutes sortes de galanteries. Les relations deviennent houleuses au sein du couple princier, et Henriette déteste évidemment toute la petite coterie de mignons qui sont là, qui entourent constamment monsieur, à commencer par le beau chevalier de Lorraine, dont j'aurai l'occasion de vous parler dès demain. C'est vrai qu'il est vraiment insupportable, le chevalier de Lorraine. Il ne montre aucun respect à la princesse. À force d'entendre récriminer sa belle-sœur, le roi finit par faire arrêter Lorraine et par l'exiler. Vous imaginez le désespoir de monsieur qui vient se jeter en pleurs aux genoux de son frère, on en reparlera. Et c'est pas tout. La confiance que Louis XIV place en Henriette agace monsieur. En 1670, le roi envoie même sa belle-sœur en mission diplomatique auprès de son frère, le roi d'Angleterre. Mission dont Philippe n'a même pas, ou en tout cas très peu, été informé. Autant vous dire que sa jalousie ne fait que redoubler. Et au retour de ce voyage outre-Manche, il se trouve que très subitement, là comme ça, sans qu'on s'y prépare, et je vous raconterai ça dans 2 jours, Jean-François Solnon le raconte par le menu dans l'Historia de ce mois-ci, voilà que Madame vient à mourir. C'est la fameuse oraison funèbre de Bossuet, Ô nuit effroyable, ô nuit désastreuse, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte. Alors, après la mort d'Henriette, on va remarier monsieur à une princesse allemande, cette fois, Elisabeth Charlotte de Bavière, qu'on appelle la princesse palatine, couple improbable, alors là encore plus improbable que le précédent. Bref, il n'empêche, plusieurs enfants vont naître au fil des années, monsieur répond à ses obligations princières, avec ou sans plaisir, et n'oublions pas que parallèlement, il continue d'exercer de véritables responsabilités à la cour, dont il est l'âme d'une certaine manière. Il est souvent à Paris également, ce qui n'est pas sans signification politique. On le voit à l'opéra, où le retrouve aux prédications du carême et d'avant, nous dit François Bluch. Il est comme le substitut du roi absent, comme un délégué du roi pour les relations publiques. C'est vrai que Louis XIV déteste se présenter à Paris, et comme monsieur adore ça, eh bien il joue au moins ce rôle-là. Louis XIV a bien l'intention cependant que son frère n'empiète pas sur ses plates-bandes, et notamment quand il lui donne un commandement pour superviser des troupes plus ou moins aguerries, avec sous ses ordres directs des généraux qui, eux, le sont. On est là en 1677, pendant la guerre de Hollande. Eh bien, monsieur va impressionner par son incroyable sang-froid et la fougue dont il fait montre à la bataille de Cassel. C'est le Cassel français, là, dont je vous parle, enfin flamand pour respecter les appellations de l'époque. Dans le prologue du livre de Jean-Michel Rioux, on voit monsieur se battre, monsieur pique son cheval pour charger le tireur qui recule sous les assauts de l'animal rendu fou par sa blessure. L'Espagnol trébuche, tombe, ses os craquent sous les sabots. Ce qu'il en reste est lacéré par la bête aux yeux noirs. Le chevalier de Lorraine choisit ce moment pour se joindre au duc d'Orléans. « Mettons-nous à l'abri, monseigneur !»« Pas tant que ce ne sera pas fini !» grogne le prince en réclamant une autre épée. Il est aussi enragé que son cheval qui mériterait de s'appeler comme celui d'Alexandre Bucéphale. L'énergie combative du duc d'Orléans ne passe pas inaperçue, nous dit Jean-Michel Rioux. Hurrah, vive monsieur! La clameur monte, colporte le courage. La guerre n'est pas une affaire de canon et de poudre. La seconde heure débute. On charge en oubliant que son sang coule, on tue, s'acharne. Et si une voix ennemie gémit, la hache ou le poignard jaillit. Pas de quartier, hâte patresse, Bucéphale est couvert de blessures. Orléans bouscule l'ennemi, il donne la cadence à l'armada qui suit. Les bataillons de la première ligne hollandaise reculent, ceux plus à l'arrière en font bientôt autant. Des milliers de soldats s'égaillent comme un nuage d'étourneaux. Orléans fonce encore,
Bucéphale n'est que sang et sueur, lui aussi croit à la victoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les relations entre le roi et monsieur, disons-le, ne sont pas simples. D'abord, il y a cette affection réelle, profonde, qu'on sent constamment dans ce roman, dans le livre, et qui date de l'enfance, où ils ont ensemble traversé des épreuves parfois très difficiles et où ils étaient très proches. Le cadet, de temps à autre, essuie les attitudes un peu dédaigneuses de son aîné. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, quand on est le frère de Louis XIV, c'est un peu attendu. Le roi a tendance à se moquer en public de la tendance de monsieur à jacasser. Il faut vous dire que lui parle très peu, Louis XIV. Sa belle-sœur, l'épouse de monsieur, donc la princesse Palatine, nous dit qu'on se demandait parfois s'il n'avait pas fait un pari de dire le moins de mots possible en une soirée entière. Alors lui, monsieur, c'est tout le contraire. Il parle, il est volubile. Quant à son homosexualité, c'est peu dire que le roi ne l'apprécie pas, mais que voulez-vous? Il la tolère, son frère est comme il l'est, n'est-ce pas? Et monsieur, en revanche et en compensation, va se montrer d'une obéissance absolue à son frère. Le grand roi va brider sa carrière militaire, plus question de le voir triompher comme sur le champ de bataille de Cassel où il s'est fait trop remarquer au détriment du monarque qui en a pris ombrage. Il lui refuse aussi pas mal de charges lucratives. Il ne serait pas question que monsieur devienne trop riche. Non, on a toujours à l'esprit l'exemple de Gaston d'Orléans, bien entendu. Quand monsieur, par exemple, ose demander le gouvernement de Languedoc, Louis XIV le lui refuse, en croyant bon de préciser « Les princes du sang ne sont jamais bien en France ailleurs qu'à la cour ». Alors, que voulez-vous qu'il fasse, monsieur ? Il est en train de vieillir un peu. C'est un collectionneur invétéré qui court, comme le fait d'ailleurs son neveu, le grand dauphin, qui court les brocanteurs et les antiquaires. À l'époque, on parle de marchand mercier. On le voit lancer de grands travaux dans ses jardins à Saint-Cloud. Il fait réaménager constamment ses somptueux appartements du Palais Royal. Il collectionne tout ce qu'on peut collectionner en fait de vaisselle, d'orfèvrerie, etc. Mais il n'empêche, il lui faut, dès qu'il met les pieds à la cour, et vous aurez compris que Louis XIV entend bien qu'il soit le plus souvent possible à sa portée, dès qu'il met les pieds à la cour, il essuie les colibets de son frère, et ça va parfois plus loin, et d'autant plus qu'il joue volontiers sur l'influence de ses mignons, et monsieur dépense beaucoup, ce qui est évidemment un moyen pour Louis XIV de peser sur lui, de le rendre de plus en plus redevable. La princesse Palatine, un peu dépitée, va écrire « Un enfant ne saurait avoir pour ses parents d'obéissance plus aveugle que n'était celle de monsieur pour le roi. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voici, pour conclure, ce que nous dit Jean-Michel Rioux dans cet ouvrage qui est paru chez Robert Laffont, cette audacieuse confession de monsieur frère de Louis XIV qui s'intitule « L'honneur m'est plus cher que la vie ». Sa Majesté sait que je ne faisais que respecter ses ordres. Je ne devais rien savoir, n'agir aucunement à l'exception des bals, du théâtre, des amusements faits pour distraire la cour et séduire les nobles visiteurs de passage. Ajoutons-y la maîtrise de l'étiquette que je me suis efforcé de faire respecter parce qu'elle servait votre autorité. N'oubliez pas que dans le livre, monsieur s'adresse à son frère. Parfois il lui dit « vous », parfois il lui dit « tu ». Peu de choses en somme, pas assez pour laisser le souvenir d'un prince hanté par le pouvoir. En aurais-je eu l'idée que je n'aurais d'ailleurs pas plus agi. Comment contrarier vos décisions, puisque je n'étais pas là où elles se prenaient? Votre méfiance allait jusque-là m'interdire de siéger dans votre conseil. Par peur des intrigues que j'aurais pu ourdir, vous m'avez écarté de l'aréopage où les sujets politiques, militaires, financiers, diplomatiques sont étudiés. Oui, réfléchissons-y bien. Me voyez-vous asséner à ceux qui savent que je ne sais rien, que je n'ignore rien de tout ce que tout le monde sait déjà? À faire croire que je suis vraiment sot? Ne valait-il pas mieux prétendre que je ne m'intéressais pas aux affaires, plutôt que de passer pour un frère indigne de votre confiance? Quand on me questionnait sur les batailles, où je ne me montrais pas, puisque vous ne m'y conviiez plus, je souriais. Ce que j'ai fait autrefois est fait. Désormais, je préfère la paix et les divertissements. Vous écoutez Radio Classique.